Prêt. Donc, merci à tous d'être présents pour ce premier webinaire de la Semaine européenne de la réduction des déchets qui aura lieu, qui a lieu, pardon, donc, du 23 novembre au 27 novembre. On va organiser des conférences dans le cadre de cette semaine tous les jours. Et donc, cette première conférence est initiée donc, par GRDF qui va vous présenter toute l'économie circulaire qu'il peut y avoir autour des biodéchets. Et je voudrais vous remercier d'être aussi nombreux. D'habitude, on a quand même un peu moins de monde. Et normalement, il manque encore des personnes par rapport au nombre d'inscrits. Donc voilà, donc j'espère que ces webinaires tout au long de cette semaine vont vous plaire. Et donc, je laisse la parole aux intervenants. Si vous pouviez donc juste éteindre vos caméras, donc là je parle aux participants, mais je crois que ça a été fait pour limiter la bande passante. Et puis les intervenants, vous pouvez allumer votre caméra dès lors que c'est à votre tour de parler. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je vous souhaite une bonne conférence. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Oui, très bien, merci. Donc, Gaëtan Quesnel, GRDF. Donc, écoutez, je suis ravi d'être présent aujourd'hui et de participer à ce webinaire. Alors, aujourd'hui, donc, ce qu'on va vous proposer, c'est de parler de l'économie circulaire des biodéchets. Donc, il y aura 4 intervenants en tout autour de ce webinaire. Donc, tout d'abord, je vais l'introduire en expliquant rapidement, en rappelant rapidement ce qu'est un biodéchet, la réglementation en cours et un petit peu la logique d'économie circulaire qu'il y a derrière cela. Et après, donc, je passerai la parole à Frédéric Wilmar de TerraVox, qui expliquera un petit peu l'importance de la sensibilisation au tri des biodéchets. Ensuite, Olivier Saloum de Moulineau, de l'entreprise Moulineau, interviendra pour parler notamment des aspects collecte, préparation, hygiénisation des biodéchets. Et enfin, mon collègue Philippe Gérard vous parlera du processus de méthanisation. Voilà. Alors, tout d'abord, on va parler aujourd'hui biodéchets, mais d'abord pour bien qu'on soit tous d'accord sur ce qu'est un biodéchet. Voilà. Je ne sais pas, ma slide n'a pas encore tourné. Hop, ça devrait arriver. Excusez-moi. J'ai un petit problème pour faire passer ma slide. Voilà, pardon, excusez-moi. Donc voilà, il faut savoir que les biodéchets, ça appartiennent à la catégorie de ce qu'on appelle des déchets organiques ou déchets biodégradables. Donc c'est-à-dire que ce sont des déchets qui peuvent être décomposés par l'action de bactéries ou de micro-champignons afin de réintégrer l'écosystème. Alors, ce que vous voyez là, donc les biodéchets, c'est ce qui est en vert, ouais, c'est ce qui est inscrit, c'est ce qui est écrit en vert. Donc principalement par biodéchets, on va trouver des déchets verts de jardin. Voilà, que ce soit des déchets verts de jardin particuliers, des tonnes de pelouse, ou des déchets verts de jardin public. Voilà. Il y a également, parmi les biodéchets, on trouve aussi, et surtout presque, des déchets alimentaires. Donc tout ce qui va être, par exemple, des déchets de cuisine des ménages, mais également tout ce qui concerne les déchets de restauration collective, par exemple les cantines, les CEP, également la restauration commerciale, voilà, tout ce qui reste comme déchets alimentaires dans le restaurant, mais également la grande distribution et les marchés. Alors, il faut savoir, ce qui est important de noter, c'est que finalement, on est tous producteurs de biodéchets. Enfin, on est tous amenés à produire des biodéchets, et pour autant, il ne vous aura pas échappé que leur tri n'est pas obligatoire pour tout le monde. Alors, voilà, qui doit trier ces biodéchets aujourd'hui en France? Pour l'instant, uniquement les gros producteurs de biodéchets doivent trier leurs biodéchets. Alors, qu'est-ce qu'on entend par gros producteurs? Alors, la loi définit que ce sont tous les producteurs de plus de 10 tonnes de biodéchets par an. Donc, on trouve finalement donc, la restauration collective, une grande partie des restaurateurs, de la restauration commerciale, des restaurants, mais également, donc, bien sûr, tout ce qui va être grande distribution, tout ce qui va être aussi des agroalimentaires industriels, mais également tout ce qui va être marché. Voilà. Et ce qui est important de noter, c'est qu'à partir du 1er janvier 2024, le tri des biodéchets va être obligatoire pour tout le monde, c'est-à-dire pour tous les ménages. Chacun chez soi devra trier ses biodéchets. Voilà, ça a été instauré par 2 lois. Donc, d'une part, la loi transition énergétique, dont on a tous entendu parler, qui est venue donc imposer ce tri à la source des biodéchets pour tout le monde. Donc, au début,
avait prévu cette généralisation du tri pour 2025 et la loi anti-gaspillage et économie circulaire qui a été adoptée cette année, donc a avancé cette généralisation du tri au 1er janvier 2024. Alors pourquoi c'est vraiment important de trier les biodéchets? En fait, il faut savoir que les biodéchets aujourd'hui, donc contrairement par exemple au tri ou au carton, ils ne sont pas triés et donc ils sont mélangés avec les autres ordures ménagères résiduelles, ce qui est contenu dans les poubelles grises. Et donc finalement, ces biodéchets, ils vont être soit incinérés, soit être mis en décharge. Et donc à travers ces modes de traitement, finalement, ces biodéchets vont être amenés à produire des émissions de gaz à effet de serre importants. Donc c'est pour ça que c'est vraiment, il y a un enjeu très important à trier ces biodéchets pour qu'ils puissent être valorisés de façon spécifique dans des filières spécifiques, on va y revenir, pour qu'ils puissent retourner à l'écosystème, dans leur écosystème. Voilà. Et donc diminuer la production de gaz à effet de serre, des émissions de gaz à effet de serre. Alors justement, quand on parle de valorisation des biodéchets, il faut savoir qu'il y a deux grands modes de valorisation vertueux des biodéchets. Il y a le compostage, ouais, je crois que le compost, tout le monde on a déjà entendu parler, mais il y a également un autre mode de valorisation qui est la méthanisation des biodéchets. Alors la méthanisation, on va y revenir plus longuement tout à l'heure, mais en gros, voilà, ça permet de produire un digestat qui, de la même façon que le compost, va être une sorte de terreau qui va pouvoir être répandu dans les champs, sur les sols, mais la méthanisation va également permettre la production d'un gaz renouvelable qui va pouvoir être consommé par tout le monde, par tous les consommateurs de gaz en France. Voilà. Alors, le schéma que vous avez sous les yeux, alors il faut savoir que ces deux modes de valorisation, compostage et méthanisation, sont des modes complémentaires. Voilà. Alors, le schéma que vous avez sous les yeux, finalement, c'est ce qui permet de comprendre comment on passe de la peau de banane dans votre assiette, finalement, au gaz que vous allez pouvoir consommer pour vos besoins de cuisson ou pour vos besoins de chaude sanitaire ou de chauffage. Donc, en gros, vous avez 6 étapes très importantes. Donc, en gros, la première étape, c'est la production. Donc, voilà, donc c'est vous, par exemple, quand vous êtes à la cantine, quand vous êtes chez vous, qui produisez des biodéchets. Et après, donc, vous avez le tri, le stockage, la collecte, la préparation de ces biodéchets et l'envoi en méthanisation, avec après un retour au sol ou l'usage pour chauffage, cuisson, mobilité. Voilà. Donc, ça forme vraiment une boucle d'économie circulaire et les différents intervenants qui vont me succéder vont justement permettre de comprendre, de faire un focus sur ces grandes étapes. Donc, notamment, comme je vous le disais, TerraVox, voilà, qui va vous parler notamment de la sensibilisation au tri, mais également Moulineau, qui vous parlera également de la collecte et de la préparation. Et enfin, donc Philippe Gérard, qui vous parlera de tout ce qui est méthanisation, retour à la terre et usage. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole donc, à Frédéric Villemar, qui est directeur général de TerraVox, pour donc qu'il puisse vous parler de tri des biodéchets. Ouais, Frédéric, je te laisse reprendre la main. Hop, j'arrête le partage et je te laisse reprendre la main. Voilà. Merci beaucoup Gaëtan pour cette introduction. Est-ce que je peux partager? Ok. Vous me voyez bien et vous m'entendez bien? Oui, c'est parfait. Ok, super. Merci beaucoup. Donc, je m'appelle Frédéric Villemar, comme disait Gaëtan, et effectivement, je suis directeur général de TerraVox. Donc, TerraVox, avant de commencer, c'est une petite entreprise de sensibilisation au tri et à la prévention des déchets. Donc, on est une vingtaine de salariés spécialisés dans l'accompagnement au changement de comportement sur le geste de tri, le geste de réduction des déchets. Et donc voilà, on existe depuis 2018. On est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. On intervient aujourd'hui essentiellement en Île-de-France, mais voilà, on est sur une démarche de développement pour accompagner toutes les collectivités locales et aussi les entreprises, les universités qui veulent s'engager dans cette démarche. Donc moi, aujourd'hui, je vais vous faire un retour d'expérience sur notre accompagnement des publics, essentiellement sur la ville de Paris, accompagnement à la sensibilisation au tri des déchets alimentaires. Et je vais vous parler un peu de changement de comportement du coup. Alors. Donc,
ma première question, c'est quelles sont vos représentations des déchets alimentaires? Parce qu'effectivement, avant de parler de changement de comportement, il faut parler de représentation, parce que tout part de là. Est-ce que votre représentation, c'est plutôt celle-ci? Si c'est ça, si c'est l'image qui vous vient à l'esprit quand vous parlez de déchets alimentaires, alors je pense que vous ne mangez pas assez de fruits et légumes de saison. Est-ce que c'est plutôt celle-là? Il y en a qui, quand on leur parle de déchets alimentaires, ils pensent tout de suite à mauvaise odeur, ou pire, petits moucherons qui virevoltent dans la cuisine. Mais il y en a d'autres, heureusement, quand on parle de déchets alimentaires, ils ont plutôt l'image bucolique, voilà, très colorée de tous les déchets alimentaires qu'on pourra ensuite valoriser. Et il y en a qui pensent directement à l'étape d'après, c'est-à-dire ce qu'on pourra en faire, ce que peuvent devenir les déchets alimentaires. Il y en a qui pensent déjà à la ressource, donc le compost, ou effectivement même le biogaz, comme disait Gaëtan. Donc, en fonction de ce qui vous vient à l'esprit quand on parle de déchets alimentaires, vous allez être plus ou moins enclin à adopter un nouveau comportement. Ça va être un frein ou un encouragement pour vous. Parce qu'effectivement, les déchets alimentaires, c'est une nouvelle habitude. Donc, comme toute nouvelle habitude, excusez-moi, je vais trop vite. Comme toute nouvelle habitude, il faut l'expliquer, il faut la préparer. On ne peut pas adopter une nouvelle habitude n'importe comment. La première étape, c'est vraiment de sensibiliser aux enjeux. C'est pourquoi on vous propose un nouvel usage. Donc moi, je vais y revenir un petit peu, même si Gaëtan on a déjà touché un mot. Donc pourquoi trier les déchets alimentaires? On trie les déchets alimentaires déjà parce que la manière dont on les traite aujourd'hui, c'est-à-dire essentiellement l'incinération, est un peu une aberration énergétique parce que les déchets alimentaires sont composés à 70% d'eau. Et comme vous le savez, brûler de l'eau, ça demande beaucoup d'énergie et donc ça représente beaucoup de gaspillage. Ensuite, les déchets alimentaires, c'est une ressource très importante. Comme on le disait Gaëtan avant, c'est à peu près 30% de notre poubelle. Sur le territoire francilien, c'est 75 kg de déchets alimentaires par habitant. Donc, c'est une ressource importante qu'on pourra utiliser effectivement, soit sous forme de fertilisant naturel, soit sous forme de biogaz. Donc, on a expliqué les enjeux pour essayer de proposer plutôt, il ne faut jamais imposer, il faut proposer une nouvelle habitude. Il ne faut pas négliger le fait que cette nouvelle habitude soit difficile à adopter pour la plupart d'entre vous, sauf si vous êtes vraiment des écolos convertis depuis longtemps. On parle de nouvelles habitudes entre guillemets parce qu'en fait, jusqu'au 19e siècle, les déchets alimentaires étaient déjà utilisés comme des ressources pour fertiliser les sols et fertiliser les terres agricoles. Donc, c'est depuis un certain usage de la poubelle, surtout depuis le XXe siècle, qu'on a pris l'habitude de jeter nos déchets alimentaires à la poubelle pour les envoyer à l'incinérateur. Mais on fait ça quand même tous les jours depuis longtemps. Et donc, en fait, c'est un geste quotidien et il ne faut pas négliger le fait que c'est difficile de changer de geste quotidien. Donc, la première étape, ça va être de préparer les changements de comportement en multipliant les canaux. Donc, vous, à l'université, vous allez pouvoir recourir à la presse, aux magazines de l'université, aux revues de l'université. Vous allez envoyer des courriers individuels aux étudiants, mais aussi aux agents. Vous allez utiliser les réseaux sociaux. Vous allez utiliser l'affichage aussi sur les lieux publics et sur les lieux de collecte en particulier. Qu'est-ce que ça implique de changer de comportement? Pour bien comprendre ce que ça implique, il faut avoir une vue globale des changements de comportement. Les changements de comportement, comme je disais, là, on va vous proposer une nouvelle habitude. Donc, en fait, on va passer par une phase de dégel. C'est-à-dire qu'on va vous préparer à adopter une nouvelle habitude. Ensuite, il va y avoir toute une phase où vous allez essayer cette nouvelle habitude. Et ça va être assez instable. Donc, l'enjeu, ça va être de geler cette nouvelle habitude dans le temps. Et donc, pour ça, il faut vraiment s'inscrire dans une démarche de long terme. Donc, la première phase, le dégel, on va préparer les enjeux. On va anticiper les résistances. C'est-à-dire, on va vous rassurer sur le fait que non, ça ne pue pas systématiquement les déchets alimentaires, ça n'attire pas systématiquement les mouches. Il y a des techniques pour
pour éviter que ça devienne une catastrophe. On va vous expliquer les enjeux aussi, c'est-à-dire que c'est une ressource que vous allez utiliser pour fertiliser, pour faire du biogaz. Et puis, on va vous parler à tout le monde, aux usagers, ceux qui produisent des déchets alimentaires, mais aussi ceux qui gravitent autour de la collecte, c'est-à-dire les personnels de restauration collective, par exemple. Ensuite, le changement, on va vous accompagner avec des éco-animateurs professionnels, par exemple, comme ce que nous avons nous chez TerraVox. On va vous proposer tout au long de la phase de changement des vidéos explicatives, des infographies. Et ensuite, on va vérifier que les habitudes sont bien ancrées dans le temps. Ça, c'est la phase de gel. Et donc ça nécessite de revenir 6 mois, 1 an après pour bien s'assurer que tout le monde pratique le tri des déchets alimentaires. Donc voilà, comment on peut favoriser ces changements de comportement une fois qu'on a bien compris comment ça fonctionne? Déjà, il faut, comme je le disais, avoir un planning de communication tout au long du déploiement. C'est-à-dire que là, si vous vous lancez sur un campus, sur la collecte séparée des déchets alimentaires ou sur la mise en place de compost, il faut préparer ça bien en amont. Là, imaginons que vous commencez en janvier, et là, vous allez vraiment vous allez prévenir les usagers qu'il va y avoir des nouveaux bacs de collecte marron, par exemple. Vous allez prévenir aussi les gestionnaires, que sont les personnels de restauration collective, les personnels techniques, les agents de propreté. Vous allez livrer vos bacs de collecte ou vos composteurs en mettant qu'il y aura bientôt des formations, de la sensibilisation avec des éco-animateurs. Ça peut être aussi des bénévoles de l'université, bien sûr. Et ensuite, une fois que vous avez fait la période de sensibilisation, vous allez pouvoir lancer le top départ en disant maintenant, vous pouvez commencer à trier vos déchets alimentaires. Ils seront collectés pour être transformés en biogaz. Ça, c'est un peu le b.a.-ba. Après, moi, je vous donne aussi quelques conseils issus de la psychologie sociale pour favoriser le changement de comportement. Il y a plusieurs stratégies pour accompagner cette nouvelle habitude. Et moi, je vais vous en livrer 2. Effectivement, je dis qu'il y a plusieurs stratégies parce que en fait, voilà, il faut accompagner les personnes parce que en fait, on utilise nous notre cerveau automatique pour un geste quotidien qui est de jeter ses déchets alimentaires à la poubelle. Et en fait, ce cerveau automatique, il ne fait pas appel à des éléments rationnels. C'est-à-dire que quand vous jetez vos déchets alimentaires 3 fois par jour dans une poubelle, vous n'allez pas à chaque fois penser tiens, ça va créer du biogaz. Vous allez faire ça de manière inconsciente. Et donc, on va utiliser, nous, aussi des techniques qui permettent de mobiliser ce cerveau inconscient. En amont, moi, ce que je vous recommande déjà, c'est de bien penser au feedback. Parce que justement, pour qu'une habitude devienne une habitude ancrée, on a besoin au début en tout cas, de vraiment être sûr que notre geste, il est utile, il a une importance, il a un apport. Donc, par exemple, vous allez pouvoir dire sur le campus, à chaque fois que vous collectez 100 kg de déchets alimentaires, vous pouvez produire 6,5 litres de biocarburant ou 30 kg de compost. Et comme ça, les étudiants vont pouvoir se dire, et vous allez leur dire, ce mois-ci, on a collecté 500 kilos, par exemple. Et donc, bravo, continuez comme ça. Vous avez pu permettre à votre nouvelle flotte de véhicules de tourner au biogaz. Le deuxième conseil, c'est mobiliser les pairs. C'est-à-dire qu'un message sur un changement d'habitude, il passe toujours mieux lorsqu'il vient de l'intérieur du groupe social. Donc, c'est très bien de passer par exemple par les associations étudiantes qui sont des référents, plutôt que si ça vient de la part de personnes extérieures ou si ça vient même de la part de profs. Je pense que c'est bien d'en parler au sein des assos et pas seulement les assos écolos, même les assos sportifs, les assos culturels, qu'il y ait un moment où des temps d'échange soient prévus pour que chacun puisse partager son expérience sur les déchets alimentaires. Un message, il vient toujours mieux lorsqu'il vient de la part d'amis, de voisins ou de membres de la famille. Donc voilà, après, une fois qu'on a fait tout ça, en général, tout se passe très bien. Là, c'est le retour qu'on a, nous, de nos campagnes de sensibilisation sur la ville de Paris. C'est que c'est un geste simple à mettre en place, qui mobilise largement le public. Tout le monde nous remercie pour le cadeau que constitue le petit bac de tri des déchets alimentaires. Tout le monde nous félicite pour cette initiative.
La plupart des gens attendent ça depuis longtemps parce que la plupart des gens en entendent parler maintenant depuis un certain temps, puisqu'effectivement, ça a été voté dans la loi et ça va devenir obligatoire d'ici 2 ans. Donc voilà, les gens attendent ça et ils sont super ravis qu'on leur propose. Il faut les rassurer sur par exemple, le fait qu'il va falloir acheter des sacs qui sont biocompostables, où est-ce qu'ils vont pouvoir les trouver, sur le fait que ça ne va pas forcément créer de mauvaises odeurs. On a quand même des interrogations sur qu'est-ce qu'on peut trier, est-ce qu'on met les os, est-ce qu'on met la viande, etc. Donc ça dépendra effectivement de si vous faites un usage industriel de votre déchet alimentaire ou si vous les utilisez pour un compost. Et puis enfin, voilà, moi je voulais terminer par ça. La raison pour laquelle je vous encourage vraiment à trier vos déchets alimentaires, c'est que en fait, ça nous fait prendre conscience du poids de nos déchets de manière générale. Donc, quand on commence à trier nos déchets alimentaires, en général, on fait plus attention à nos autres types de déchets, au carton, au plastique, à l'aluminium. Et en général, ça améliore le tri et la réduction de déchets sur les autres flux. On va vraiment plus prendre conscience de son impact et de son impact au quotidien et des matières qu'on consomme. Et ensuite, voilà, ne pas oublier, parce que là, je me permets de faire ce rappel, parce qu'on est sur une matinée où on va beaucoup parler de biogaz, ne pas oublier aussi au système complémentaire de la collecte des déchets alimentaires en bac, c'est aussi le compostage. Vous, sur vos campus, ou même chez vous, vous avez sûrement des espaces verts, parfois même des potagers ou des jardinières. Donc, n'utilisez pas mettre en place des composteurs partagés, c'est très simple. Enfin, ça s'apprend, mais en même temps, une fois qu'on maîtrise, ça peut venir assez vite. C'est un composteur partagé, c'est aussi un élément fédérateur qui permet de créer du lien social et ça vous permettra de fertiliser, voilà, aussi de mettre de l'engrais sur vos sols et de ne pas gaspiller les ressources alimentaires. Et enfin, le dernier avantage de la collecte des déchets alimentaires, c'est aussi que ça permet de mettre en exergue le gaspillage alimentaire qui représente au niveau mondial près de 30% des aliments. Et donc, vous allez pouvoir faire plus attention à ce que vous mettez dans vos assiettes et à comment vous mangez. Donc, voilà pour mon retour d'expérience et pour mes petits conseils. Je vous remercie et je vous souhaite bon courage. Je vous souhaite bon courage pour cette démarche et n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà. Et je passe la main à l'interlocuteur suivant du coup. On a juste une petite question, Frédéric. Donc, concernant les matières qui seraient considérées comme biodéchets, est-ce que les cendres de cigarettes sont considérées comme des déchets alimentaires? Est-ce que tu sais nous répondre à ça? Les cendres de cigarettes? Ouais. Non, les cendres de cigarettes, ce ne sont pas des déchets alimentaires pour en parler. Après, vous pouvez mettre des cendres dans un compost, par exemple. Ce n'est pas du tout gênant. Enfin, pas en trop grande quantité, mais que ce soit des cendres de cigarettes ou des cendres de cheminée. Vous pouvez en mettre un peu dans un compost. Ça peut la sécher s'il est trop humide. Ça dépend de la teneur de votre compost, mais voilà, c'est pas forcément gênant, ça pose pas de problème. Tant que vous mettez pas le mégot avec, quoi. Merci beaucoup, Frédéric. On va passer maintenant, s'il n'y a pas d'autres questions, la parole à Olivier pour Moulineau. C'est parti. Bonjour à tous et merci pour avoir invité Moulineau à ce bel événement. Alors, je partage. Est-ce que vous voyez bien la présentation en grand? Oui, parfait. Impeccable. Alors, bonjour à tous, je suis Olivier Saloum, directeur commercial pour Moulineau. Alors, l'objectif va être de vous présenter rapidement qui on est et ce qu'on fait. Alors, nous, Moulineau, on vient, c'est l'étape d'après de ce qu'a présenté Frédéric. C'est-à-dire que Frédéric, il vous a présenté vraiment l'amont, la mise en place, la sensibilisation au tri. Nous, on vient après.
Moulineau, on est les spécialistes du déchet alimentaire. On a été créé en 2007. Enfin, notre fondateur a commencé ses expérimentations sur la collecte et le recyclage des biodéchets en 2007. Nous, on est une entreprise créée en 2013. Voilà. En fait, Moulineau, on met en place le tri des biodéchets pour ensuite les collecter de manière écologique et ensuite les recycler. Alors, vous avez un petit historique que je vais passer assez vite. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, donc après 6 ans et demi d'expérience, on collecte 1400 tonnes de biodéchets par mois et on est 85 employés puisqu'on a un nouvel employé. On a le plaisir d'accueillir quelqu'un aujourd'hui. Donc, on est 85 aujourd'hui. On est présent sur toute l'Île-de-France. Et chez Moulineau, on a vraiment trois piliers et 3 socles en fait. Le premier, c'est l'économie circulaire, c'est-à-dire ça, vous l'avez compris avec les présentations de Gaëtan, de Frédéric. Le déchet alimentaire, pour nous, ce n'est pas un déchet, c'est une matière première. Donc on est dans l'économie circulaire et l'objectif, comme vous l'avez compris par les différentes présentations, c'est de recycler le déchet alimentaire et qu'il devienne vraiment une matière première. Le deuxième pilier, c'est le local, c'est-à-dire que de mettre en place cette économie circulaire, ça a du sens, mais à condition qu'elle soit locale. Et enfin, le troisième pilier, c'est tout le côté solidaire, puisque donc nous, Moulineau, on est entreprise ESUS, ce qui veut dire entreprise solidaire d'utilité sociale, et on a la convention entreprise d'insertion. C'est-à-dire que notre objectif, c'est de tendre la main vers des gens qui n'ont pas notre chance et qui en ont besoin. Voilà un peu sur qui est Moulineau et ce qu'on fait. Alors, on le fait auprès de qui ? On le fait auprès du secteur public et du secteur privé, c'est-à-dire qu'on gère les biodéchets d'entreprises privées et d'organisations publiques. Vous avez quelques exemples ici. J'ai essayé de vous mettre des petits exemples d'établissements scolaires pour que vous vous retrouviez un petit peu dans le schéma. Voilà, alors on a des lycées, on a des écoles de commerce, on a des écoles primaires élémentaires, par exemple avec la ville de Houille, et on a également voilà, des enseignes comme McDo, Buffalo Grill, on a de la restauration collective, Elior Sodexo, de l'hôtellerie, Accor, et puis beaucoup d'hôtels-restaurants qui aujourd'hui, avec la situation qu'on connaît, sont dans une situation un peu difficile, mais on accompagne en fait partout où il y a du biodéchet sur toute l'Île-de-France. Alors, nous, Moulineau, on a 3 missions. La mise en place du tri, la collecte écologique et le recyclage. La mise en place du tri, ça veut dire qu'on va arriver sur les sites et on va mettre en place l'organisation, c'est-à-dire des bacs poubelles spécifiques déchets alimentaires. On va former les gens au tri, on va leur expliquer comment on trie, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça devient, pourquoi il faut le faire. Et ça, c'est une mission qui est essentielle parce que aujourd'hui, le tri des biodéchets en France, c'est nouveau. Et ça peut être considéré, comme beaucoup de gens, comme compliqué. On l'a vu avec la présentation de Frédéric, certains peuvent penser que le biodéchet, ça pue, le biodéchet, on ne sait pas trop ce que c'est, en quoi on peut le transformer. Donc, il y a beaucoup de questionnements et c'est une conduite du changement. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner les gens et de leur montrer que ce n'est pas compliqué, c'est utile et ça permet de respecter la loi. Donc, il y a toute cette phase de suivi, d'accompagnement. L'objectif, le biodéchet va dans un sac transparent, le sac transparent dans un nouveau bac poubelle. Et c'est ce bac poubelle spécifique alimentaire qu'on va collecter avec une flotte. Donc, vous avez les camions qui sont dessinés sur cette slide. Donc, c'est une flotte de camions qui nous appartient. On a aujourd'hui pas loin de 30 camions qui sont étudiés pour le monde urbain, c'est-à-dire plus petits qu'un camion poubelle classique, qui fonctionne au gaz naturel de ville, donc écologique, insonore, bien entendu géolocalisé, donc avec plein de petites innovations qui fait qu'on sait exactement à quel endroit est tel camion, combien de déchets il a pris, etc. L'objectif, c'est de montrer par cette flotte qu'on veut casser l'image en fait du camion poubelle qui est gros, qui pollue, qui fait du bruit,
derrière lequel on reste bloqué pendant 10 minutes parce que ils sont en train de vider les poubelles. Donc, on essaye de montrer que le monde du déchet, ça peut être un monde aussi qui est limite un peu sexy, quoi. Voilà, nos camions poubelles, on essaie de les rendre attractifs et de les rendre sympas. Et une fois qu'on a collecté les biodéchets, on les recycle en compostage ou en méthanisation. Alors ça, je suis à 100% d'accord avec ce que disaient Frédéric et Gaëtan. L'un n'empêche pas l'autre. Les deux filières sont positives, les deux filières vraiment apportent des choses. Et donc, vous le voyez avec le schéma ici. Les biodéchets sont collectés par des petits camions qui roulent au gaz naturel de ville. Ils sont concentrés sur un quai de pré-traitement, c'est-à-dire qu'en fait, on a un site qui fait 6000 m². Et en fait, tous les camions partent et reviennent lorsqu'ils ont terminé leur tournée sur notre quai de pré-traitement. Il est situé à Stains. Stains, c'est vers le Stade de France, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, lorsque on est à Stains, les camions vident ce qu'ils ont collecté pendant les tournées et on a une opération de déconditionnement puisque les biodéchets sont collectés dans des sacs, en général, dans des sacs plastiques. Donc, l'idée, c'est de mettre de côté les sacs plastiques. L'idée, c'est de mettre de côté également les erreurs de tri. Ça peut arriver, un pot de yaourt, une cuillère, ça arrive. Donc l'idée, c'est de vraiment mettre de côté tout ce qui est non alimentaire et l'alimentaire, de le transformer en soupe. Donc on a une soupe organique qui est pure, qui ne contient plus de non alimentaire. Cette soupe, on va l'hygiéniser pour tuer tout ce qui est pathogène, bactéries, certaines bactéries. Donc on va monter à 70 degrés et on a une soupe du coup qui est pure et hygiénisée. Et cette soupe, elle part, vous le voyez, chez les deux exutoires, plateforme de compostage. Donc on a une plateforme de lombricompostage qui est dans l'Essonne. On transforme en amendement organique, donc on transforme en engrais le déchet alimentaire. Et méthaniseur, donc on a des partenaires méthaniseurs à la ferme qui sont en Seine-et-Marne, notamment avec GRDF, qui est un gros partenaire de Moulineau. Et en fait, on leur fournit la soupe organique pure et hygiénisée, et eux, ils vont la transformer en gaz, biogaz et électricité. Voilà. L'objectif, comme vous le voyez dans le petit schéma à côté, c'est vraiment d'être dans une économie circulaire. Il n'y a plus de déchets. Les biodéchets sont mis de côté, sont collectés par des camions écologiques, sont transformés et vraiment soit retournent à la terre par l'engrais, soit repartent dans les camions, par exemple, par du biogaz. Et vous avez ici, voilà, pour que vous ayez vraiment une vision concrète de ce dont j'ai parlé, les deux photos de gauche, c'est le quai de pré-traitement dont je vous ai parlé qui est à Stains. Donc, c'est un gros bâtiment de 6000 m². Et vous avez voilà, les biodéchets qui sont vidés, déconditionnés, hygiénisés ici à Stains, pour ensuite partir sous forme de soupe, soit sur la plateforme de lombricompostage, donc c'est la photo en haut à droite, donc on transforme en engrais le déchet alimentaire, soit chez un méthaniseur à la ferme qui est présent en Seine-et-Marne, et c'est la photo en bas à droite. Donc, ils transforment la soupe organique qu'on leur livre en gaz, biogaz, électricité et chaleur. Voilà, théoriquement, j'ai tenu le timing. C'est parfait. Alors, on a juste deux questions dans le chat, une plutôt technique et une plutôt réglementaire. Alors, ceux qui se sentiront le plus à l'aise pour répondre pourront prendre la main. La question technique est de savoir si le reste des produits alimentaires transformés sont considérés comme des déchets alimentaires. Alors, je veux bien y répondre, si vous le souhaitez. Les déchets alimentaires, c'est tout ce qui vient d'un animal ou d'un végétal, viande, poisson, fruits, légumes, marc de café, pain, etc., cru ou cuit. Et on a également du biodéchet, donc transformé ou non, emballé ou non. Tout ça, c'est la famille du déchet alimentaire. Super, merci beaucoup Olivier. Et on a une autre question plutôt réglementaire qui est de savoir si sur les campus, on ne devrait pas avoir d'obligation pour tout ce qui est école, université, à nommer finalement un référent du recyclage, tri, valorisation des déchets. Et qu'est-ce qu'il en est des politiques publiques sur le sujet? Gaëtan, tu veux peut-être reprendre la main sur cette question?
Alors là-dessus, je ne suis pas sûr d'être le mieux positionné pour pouvoir y répondre sur l'obligation parce que là, ce que je comprends, c'est que voilà, il y a une obligation donc, générale aujourd'hui qui est de trier les biodéchets donc, pour tout ce qui est reproducteur. Donc effectivement, les universités rentrent dans ces reproducteurs, en tout cas pour ce qui concerne les restaurations, les centres de restauration. Après, voilà, sur l'obligation réglementaire qui pèse sur les universités ou les écoles de nommer un référent recyclage. Là, là-dessus, je peux pas forcément vous renseigner. Je ne sais pas si peut-être que des personnes de l'université pourraient davantage y répondre. Voilà, moi, je n'ai pas forcément d'idée sur, voilà, sur les obligations qui pèsent sur la nomination des référents recyclage ou valorisation des biodéchets au sein des universités. Voilà, je ne sais pas si… Si je peux peut-être juste donner une précision, donc effectivement, il n'y a pas d'obligation de nommer des référents au sein de l'université, mais donc il y a cette obligation par contre de tri des déchets alimentaires qui sera effectif à partir de 2024. Et donc nous, pour info, sur certains campus, c'est le cas par exemple sur le campus de Nantes, ils ont mis un composteur et en fait, ils ont créé un groupe de personnes en fait, qui gèrent en fait, ce compost, donc vont le retourner de temps en temps. Et c'est en partenariat avec leur restauration puisqu'ils mettent tous les épluchures et tous les restes alimentaires dans ce compost. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est faisable. Par contre, au niveau réglementaire, on n'a pas l'obligation d'avoir des référents tri des déchets, mais il y a par contre cette obligation à partir de 2024 de les trier. Merci. On a deux, si on veut faire très vite pour être dans le timing, on a deux questions peut-être plutôt destinées à Olivier pour le coup, qui est de savoir lors du déchet, en fait, lors du tri du déchet, comment éliminer, on s'assure de l'élimination des sacs plastiques notamment, et puis effectivement de savoir si l'élimination était complète au niveau de tout ce qui était conservateur, pesticides et autres additifs. Alors, la première question, les sacs plastiques, comment ils sont gérés? Tout simplement, c'est la machine qui s'appelle le déconditionneur, c'est-à-dire qu'en fait, tous les biodéchets que nous avons collectés passent par cette machine qui va en fait transformer le déchet alimentaire en soupe et qui va mettre de côté tout ce qu'il considère comme non alimentaire, dont les sacs plastiques. Voilà. Le sac plastique va être mis de côté par cet appareil qu'on appelle déconditionneur. Et lors du traitement des déchets alimentaires, comment on arrive à éliminer tout ce qui est conservateur, additifs, pesticides, etc. Donc là, il y a deux choses. Premièrement, toutes les bactéries pathogènes, elles vont être éliminées lors de l'hygiénisation qui se fait, c'est-à-dire c'est une montée en température qui va tuer tout ce qui est pathogène. Et dans la phase de lombricompostage que nous avons, puisque c'est du lombricompostage qu'on fait, c'est-à-dire qu'on mélange du déchet vert avec du déchet alimentaire, ça devient du compost, et là, il y a une certaine variété de vers de terre qui va affiner le compost pour devenir du lombricompost. Et c'est le ver de terre, en fait, qui va faire que notre lombricompost, à la fin, il est utilisable en agriculture biologique. Le ver de terre, c'est un animal incroyable. On en manque. Aujourd'hui, il n'y en a plus, malheureusement, dans les sols franciliens notamment. Et c'est un animal qui vraiment va rendre pur ce qu'il ingère. Donc, nous, on a souvent la question, oui, mais vous travaillez avec McDo, comment vous arrivez à faire du lombricompost bio avec des steaks qui viennent de chez McDo? Tout simplement par la méthodologie de lombricompostage qui fait que le ver de terre, même si le steak n'est pas bio à la base, notre lombricompost à la fin le sera. Merci beaucoup Olivier. Je propose pour la dernière partie que Philippe nous parle de la valorisation et du retour au sol pour le coup de ces biodéchets. Voilà. Alors bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Super. Oui. Ok. Donc Philippe Girard, je suis référent institutionnel biométhane à GRDF Île-de-France et en effet, dans ce process d'économie circulaire autour de la gestion des biodéchets, maintenant je vous propose d'aborder la méthanisation et le retour à la terre. Alors simplement, avant de rentrer un petit peu dans le détail de la méthanisation, je voudrais prendre quelques instants pour repositionner GRDF dans l'écosystème énergétique français de manière à vous permettre
de bien comprendre en fait le rôle que jouent les opérateurs de réseau dans le développement de la filière. Alors, voilà. Alors en France, vous avez, indépendamment des réseaux de chaleur urbains, vous avez principalement deux énergies de réseau, donc que sont l'électricité et le gaz. Et pour chacune de ces énergies, vous avez un opérateur de transport et un opérateur de distribution. Alors juste pour faire l'analogie très simplement, en fait, on peut comparer ça au réseau routier et autoroutier. Donc le réseau de transport correspondrait au réseau autoroutier et le réseau de distribution plutôt au réseau des routes secondaires. Donc, si on se concentre sur l'énergie gaz, GRT Gaz donc, est l'opérateur de réseau de transport, donc les grosses canalisations, les gros tuyaux. Et GRDF est l'opérateur de réseau de distribution, donc celui qui va transporter le gaz donc, sur un réseau secondaire jusqu'au consommateur final. Ensuite, vous avez l'ensemble des fournisseurs d'énergie, donc vous retrouvez donc ici dans cette catégorie que sont, certains sont très très connus bien sûr, donc EDF, Engie, Eni par exemple, pour ne pas les citer. Donc ces opérateurs d'énergie, eux, vont être des fournisseurs, c'est eux qui commercialisent le gaz et l'électricité. Ce qu'il faut retenir en fait à GRDF, c'est que nous, on exploite le réseau gaz, on construit et on exploite le réseau gaz pour le compte des collectivités territoriales qui en sont propriétaires, mais par contre, on ne vend pas de gaz. Simplement, on fait passer les molécules dans les tuyaux. Alors, nos principales missions, juste en quelques mots, hein, ça va être d'acheminer et de distribuer donc, le gaz au client final. Donc, de concevoir, d'entretenir le réseau pour le compte des collectivités. Et en fait, une mission qui nous a été confiée, et c'est celle qui nous amène aujourd'hui, depuis 2011 par la Commission de régulation de l'énergie, c'est la mission de développer la filière des gaz renouvelables. Et pour ça, donc, on nous demande donc, de détecter de nouveaux projets, d'étudier la raccordabilité de ces projets au réseau, et d'étudier également la capacité du réseau à accueillir les volumes que les porteurs de projets souhaitent injecter à l'échelle d'une maille de consommation gaz. Et donc, comme je vous le disais, moi je suis référent institutionnel biométhane, donc mon rôle en fait est de coordonner un petit peu l'ensemble de ces actions entre les ingénieurs et les techniciens réseau qui travaillent sur cette thématique biométhane à GRDF, et l'ensemble des porteurs de projets et des parties prenantes à l'externe de l'entreprise. Alors maintenant, si on revient un peu plus en détail sur le biométhane, alors le biométhane, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est un gaz qui est 100% renouvelable et qui est obtenu, donc, voilà, comme Frédéric et Olivier l'ont indiqué tout à l'heure, qui est obtenu par fermentation de la matière organique. Alors, cette matière organique, elle peut être de différentes natures, hein. Ça peut être des déchets agricoles, des effluents d'élevage, ce qu'on appelle des cives, donc des cultures intermédiaires à valorisation énergétique. C'est des cultures qui viennent en fait, alors comme leur nom l'indique, qui viennent en alternance avec des cultures alimentaires classiques, des boues de stations d'épuration, du captage également de gaz de décharge, donc sur les sites ISDND, donc ce sont les sites d'enfouissement de déchets non dangereux. Et puis aussi, on vient d'en parler, donc des biodéchets, qui est une filière qui, en tout cas de notre point de vue, est une filière qui dans les années à venir va connaître une croissance importante compte tenu notamment de l'évolution déjà je pense de la sensibilisation de la population sur le sujet, mais aussi de l'évolution du contexte réglementaire qui a déjà été évoqué. Alors, si on regarde un petit peu le processus de méthanisation, donc quels que soient les intrants utilisés donc, parmi les intrants cités, donc en fait, on introduit ces intrants dans ce qu'on appelle un méthaniseur. Donc ces intrants sont brassés et ont un temps de séjour entre 30 et 60, parfois plus, jours à l'intérieur du méthaniseur. Et une fois le process de décomposition réalisé, de transformation, eh bien, on obtient deux choses. On obtient d'abord du digestat. Alors le digestat, c'est un engrais naturel qui derrière va servir de fertilisant pour les champs, donc c'est un engrais organique dont la masse de digestat, à titre d'information, correspond à
99% à la masse des intrants qui ont été introduits dans le méthaniseur. Donc, on voit que ça produit quand même une quantité importante d'engrais naturels qui, derrière, pourra venir se substituer à des engrais chimiques. Et puis, on produit également du biogaz. Alors, à ce stade, on ne parle pas encore de biométhane. Pourquoi? Parce que le gaz produit, pour 1 mètre cube de gaz, vous allez avoir, alors, peu importe d'ailleurs si c'est pour 1 mètre cube, mais vous allez avoir 60%, 60-65% de biométhane, environ 35% de CO2, et ensuite entre 2 et 5% de traces d'autres gaz et de vapeur d'eau notamment. Donc, ce biogaz, il y a 2 façons de le valoriser aujourd'hui. La première façon, c'est par cogénération. Donc, la cogénération, c'est une technologie qui via un moteur donc, qui serait alimenté au gaz, qui entraîne une génératrice. Et donc, cette technologie permet de produire simultanément de la chaleur et de l'électricité. Et puis, l'autre source de valorisation, ça va être l'injection dans le réseau. Et donc, pour ça, il va falloir purifier le biogaz pour le transformer en biométhane, enfin, pour le transformer, en tout cas, pour en extraire, pardon, le biométhane. Et ensuite, ce biométhane pourra être injecté dans le réseau. Aujourd'hui, la filière alors, la cogénération, c'est une filière qui a 40 ans à peu près d'existence. L'injection dans le réseau, en France en tout cas, c'est une filière qui a 9 ans d'existence. Donc, en effet, il y a plus, alors ça dépend des régions, mais en tout cas, il y a pas mal de projets de cogénération, enfin, pas mal de sites aujourd'hui qui valorisent par cogénération. Pour autant, on considère que la filière qui est privilégiée et qui sera privilégiée dans les années à venir, très largement, c'est celle de l'injection. Alors, pour 2 raisons. La première, c'est que le bilan énergétique de l'injection est un petit peu supérieur à celui de la cogénération. Mais surtout, c'est parce qu'il permet de valoriser l'énergie renouvelable produite sur un périmètre beaucoup plus large. En fait, une cogénération à la ferme va permettre de subvenir aux besoins de la ferme, de quelques bâtiments environnants, et éventuellement d'un quartier à proximité. Alors que l'injection de biométhane dans le réseau va permettre d'irriguer ce biométhane sur l'ensemble des consommateurs d'une maille de consommation gaz. Et c'est d'autant plus vrai que lorsque certaines zones, parce qu'on commence à avoir le cas, notamment, enfin moi j'interviens sur le périmètre de l'Île-de-France, donc notamment en Seine-et-Marne, on a des zones qui sont saturées en biométhane, donc à certaines périodes de l'année où le volume de biométhane injecté est supérieur aux consommations, et bien en fait on est en train de déployer une technologie, un dispositif qu'on appelle de rebours, qui est une sorte de compresseur intelligent qui va permettre de faire remonter le biométhane excédentaire, donc lorsqu'une zone arrive à saturation, le faire remonter vers le réseau de GRT Gaz, donc vers le réseau de transport, de manière à pouvoir irriguer un périmètre beaucoup plus important avec du biométhane. Et l'un des bénéfices, c'est de pouvoir produire localement du biométhane, de saturer un périmètre en gaz 100% renouvelable et toute la production excédentaire, de pouvoir, via le réseau de transport, la diriger notamment vers des zones plus urbaines dans lesquelles il est plus difficile, on l'imagine bien, d'implanter une unité de méthanisation. Donc c'est là où vraiment on est sur une économie circulaire locale. Donc on va avoir la collecte, pour revenir à la thématique des biodéchets, on va avoir la collecte des biodéchets en ville. Ces biodéchets seront conditionnés pour être méthanisés, et Moulineau l'a abordé tout à l'heure, Olivier l'a abordé tout à l'heure, méthanisés sur un territoire un petit peu plus rural, donc là où on peut implanter des méthaniseurs, et ensuite le biogaz saturera ce périmètre rural, et l'excédent sera renvoyé vers une zone plus urbaine. Donc là, on comprend bien cette logique d'économie circulaire. Alors, sur le biométhane, la France s'est fixé en fait des objectifs ambitieux en matière de transition écologique, mais également sur le biométhane, alors notamment en 2015 avec la loi de transition énergétique pour la croissance verte, et puis en 2018 et 2019, parce qu'il y a une mise à jour au niveau de la PPE. Donc d'abord un objectif de 10% de gaz renouvelable par la LTE dans le gaz qui sera consommé à horizon 2030, et ensuite un objectif de 8 TWh de biométhane dans les réseaux d'ici 2023. Alors il se trouve que la filière biométhane, qui aujourd'hui observe un dynamisme particulièrement important, considère que en fait, cet objectif de 8 TWh sera très probablement dépassé, et aujourd'hui l'objectif fixé par la filière il est plutôt de l'ordre de 12 TWh.
Alors, tout simplement parce que en fait, cette valeur, elle a été déterminée par rapport à ce qu'on appelle la réservation de capacité. Il faut savoir que lorsqu'un projet commande à un opérateur de réseau, donc soit GRDF, soit GRTgaz, une étude de raccordabilité au réseau, eh bien, les volumes qu'il souhaite injecter sont inscrits dans un registre de capacité. Et aujourd'hui, l'ensemble des capacités inscrites dans ce registre dépasse, dans les perspectives pour 2023, très largement les objectifs fixés par la PPE. Et c'est la raison pour laquelle on considère qu'on pourrait injecter jusqu'à 12 TWh de gaz renouvelable d'ici 3 ans. Je vous propose également d'observer le graphique en bas à gauche sur la slide sur la croissance de la filière. La première injection en fait, de biométhane remonte à novembre 2011, et d'ailleurs, ce n'est pas très loin du site de Marne-la-Vallée de l'université Gustave Eiffel, puisque le projet se trouve en Seine-et-Marne sur la commune de Chaumes-en-Brie. Et depuis 2011, depuis novembre 2011, les volumes injectés augmentent, la croissance est très importante, hein. On observe une croissance entre plus 50 et plus 100% chaque année sur les volumes injectés sur le réseau. Et par ailleurs, on observe également une diversification des projets. Jusqu'en 2016, on avait essentiellement des projets agricoles. Et ça, c'est vraiment un excellent signal de maturité pour nous. Depuis 2016, on observe une diversification vers la méthanisation de boues de stations d'épuration, captation de gaz de décharge sur des sites ISDND, et également, puisque c'est l'objet de la conférence d'aujourd'hui, la valorisation des biodéchets. Alors en 2020, le biométhane produit à partir de ces filières correspond à peu près à 50% des nouvelles mises en service. Donc on voit vraiment là l'effet de la diversification. Il regarde des réservations de capacité, donc ce qui nous donne une vision, je dirais, à peu près à 3 ans à l'avance sur les prochaines mises en service. Eh bien, on estime que la filière biodéchets va connaître une forte croissance dans les années à venir, et notamment liée à l'évolution du contexte réglementaire qui impose le tri à la source. Alors, juste pour vous donner quelques chiffres sur l'évolution de la croissance du biométhane à l'échelle de la France. Aujourd'hui, c'est 183 sites qui injectent du biométhane. Alors, parmi ces sites, on a 149 sites donc, dont les intrants sont des effluents agricoles ou agroalimentaires, 18 sites donc, sur des boues de stations d'épuration, 11 sites d'installation de déchets non dangereux, donc captation de gaz de décharge, et 5 sites sur les biodéchets. Alors, vous direz peut-être 5 sites sur les biodéchets, finalement, ce n'est pas grand-chose. Alors, il faut savoir que bon, c'est une filière qui est quand même assez récente et qui est en forte croissance, en tout cas de notre point de vue, enfin de la vision que l'on a sur 3 ans. Et par ailleurs, il faut aussi comprendre, et ça a été évoqué tout à l'heure par Olivier, de la société Moulineau, c'est que les sites de méthanisation agricole, donc les 149 sites que vous voyez ici en vert sur l'écran, lorsqu'ils augmentent leur capacité de production, un certain nombre d'entre eux, en fait, décident d'ouvrir leurs intrants aux biodéchets, à la valorisation des biodéchets. Et c'est le cas de plusieurs sites en Seine-et-Marne, partenaires de la société Moulineau. Donc, voilà, c'est quelque chose que l'on peut observer. Donc, ils ne sont pas forcément répertoriés dans les sites en tant que biodéchets, mais plutôt en tant que sites agricoles. Pour autant, comme ils diversifient leur activité, ça permet d'absorber et de valoriser un certain nombre d'intrants. À titre pour vous donner des ordres de grandeur, la filière méthanisation aujourd'hui en France permet de subvenir aux besoins énergétiques de 538 000 foyers neufs chauffés au gaz, ou l'équivalent de 12 600 bus qui fonctionneraient au bio-GNV. En Île-de-France, ça va être 45 000 logements, l'équivalent des besoins énergétiques de 45 000 logements neufs ou de 1000 bus roulant au GNV, avec 18 sites en injection. Alors, à l'échelle de la France, on a à peu près 1000 sites, un peu plus de 1000 sites qui sont aujourd'hui à l'étude, donc pour illustrer la dynamique. Depuis le début de l'année, alors je vous abreuve un petit peu de chiffres, mais depuis le début de l'année 2020, on a eu 57 mises en service. Donc, si on met ça en perspective par rapport aux 183 sites qui injectent, on voit vraiment que la dynamique est très importante et on espère un point de sortie à 80 nouveaux sites mis en service d'ici la fin de l'année. Alors, ce dynamisme, eh bien, il a des conséquences
qui ont été observés donc, grâce au développement de la filière. Et il y a un certain nombre d'impacts. Alors, on ne va pas tous les lister parce que c'est ce qu'on appelle, nous, les externalités positives. Alors, l'idée, ce n'est pas de toutes les lister aujourd'hui, mais on observe notamment deux choses. Sur les biodéchets, ça va être un changement de paradigme, puisque ça a été évoqué tout à l'heure par les deux intervenants précédents, même par les trois, en comptant Gaëtan. Aujourd'hui, les déchets deviennent des ressources qui sont valorisables. Et donc ça, c'est vraiment très, très important. Et puis ensuite, cette filière, eh bien, elle va créer des emplois. Alors justement, on a voulu évaluer les perspectives de création d'emplois à horizon 2030 par la filière biométhane. Donc il y a une étude qui a été lancée en 2018, lancée en 2018 et dont les résultats ont été publiés en 2019. Par les cabinets Transition, Inuméris et Smash, qui ont permis donc d'élaborer différents scénarios. Alors d'abord, le scénario PPE, avec les 8 TWh en 2023. Ensuite, le scénario plutôt porté par la filière gaz, avec donc cette perspective de 12 TWh en 2023, mais projeté sur 2030. Et puis, un scénario qui serait plutôt un scénario d'optimisation par rapport à ce que sont les ressources réelles disponibles sur le territoire. Et donc, si on arrivait à valoriser au maximum les ressources disponibles. Donc, on voit que cette étude a montré des perspectives de création d'emplois de 18 000 à 53 000 en fonction du scénario retenu. Et que si on prend un scénario médian sur lequel, aujourd'hui, on est plutôt sur cette trajectoire, ça représente à peu près 33 000 emplois. Ça représenterait, au conditionnel, 33 000 emplois, avec 20 000 emplois directs et l'équivalent de 13 000 emplois indirects. Alors, ce qu'on appelle les emplois directs, ce sont les emplois qui travaillent directement et de manière régulière sur la méthanisation. Donc, ça va être les exploitants sur site, ça va être les entreprises de transport, les agriculteurs qui produisent, les entreprises comme les deux intervenants précédents qui travaillent tout au long de l'année sur la méthanisation. Et puis, les emplois indirects, ça va plutôt être, par exemple, les bureaux d'études. Ça va être les entreprises de terrassement, par exemple, qui vont travailler ponctuellement, notamment sur les phases de conception ou de construction d'un site de méthanisation. Philippe, je te propose sur les quelques secondes qui nous restent, simplement qu'on réponde à quelques questions avant que les gens qui les aient posées soient obligés de nous quitter, si ça ne t'embête pas. Super. Alors, on a une question plutôt technique et une plutôt RH. La première, plutôt technique, est de savoir si les sites de méthanisation peuvent, de façon mixte, accepter différents entrants. Alors, oui, les sites de méthanisation peuvent accepter différents intrants. En fait, ça dépend de leur statut ICPE et ça dépend également des volumes d'intrants qu'ils souhaitent introduire. Donc, selon la nature des intrants et selon les volumes, ils ne sont pas soumis en fait à la même réglementation ICPE. Donc, il faut faire une mise à jour administrative de ce statut ICPE. Et ensuite, ils ont la possibilité de pouvoir accueillir différents intrants. Donc, c'est la raison pour laquelle les sites agricoles, dans un premier temps, accueillent plutôt des intrants agricoles aussi parce que c'est leur spécialité, puisque ce sont des agriculteurs, et qu'un certain nombre d'entre eux, dans un second temps, se diversifient vers les biodéchets. Super, merci. Et puis, la dernière question, pour le moment, est de savoir, en fait, en termes de recrutement, comment on recrute et les salariés, quel type de compétences qui, a priori, ont l'air très techniques, doivent-ils avoir? Oui, alors là, c'est une vaste question. Du coup, c'est une bonne introduction par rapport au dernier slide que je vais essayer de synthétiser parce que globalement, je pense que les deux sont liés. Donc, vous pouvez observer dans la partie de droite, dans l'encart de droite, en fait, la répartition que l'on imagine pour les différents métiers liés directement ou indirectement à la méthanisation horizon 2030. Donc, vous voyez qu'on a des métiers très variés liés à l'ingénierie, l'assurance, génie civil, VRD, équipement, pose des équipements, donc des installations sur site, la gestion des intrants et l'exploitation et maintenance. Alors, en apparence, on est essentiellement sur, vous voyez, 3% de métiers liés à l'ingénierie. En apparence, on est essentiellement sur des métiers qui semblent très techniques et plutôt des métiers, alors soit des métiers peu qualifiés, soit des métiers de techniciens. En réalité, la méthanisation est un secteur d'activité qui va créer des métiers très très variés.
Et alors là, c'est pas le fruit de l'étude, mais c'est simplement mon point de vue et ça n'engage que moi. Mais je pense que je dirais 15 à 20% des emplois créés par la méthanisation sont des emplois avec des profils dotés de diplômes niveau 2 ou niveau 1. Et j'ai tenté justement de lister un certain nombre de métiers, de profils que l'on rencontre dans le montage des projets de méthanisation, à commencer par les banquiers. Ça, c'est vraiment un point essentiel, il ne faut pas l'oublier. Les assureurs, des ingénieurs d'études, des architectes, des ingénieurs réseau, des responsables territoriaux, des chefs de projet, des ingénieurs R&D, des responsables de chantier, et des responsables RSE et PCAET, puisque sur les collectivités territoriales, eh bien, il y a des personnes dont la responsabilité est de définir la stratégie de développement d'énergie renouvelable sur le territoire. Tout ça pour dire que ça touche vraiment un panel de métiers extrêmement variés. Et donc, voilà, je pense que comment dire, la méthanisation est une filière qui offrira, je pense, de belles perspectives. Bon, ce n'est pas la seule, bien entendu, hein, il y a toujours une forme de complémentarité, hein, mais qui offrira de belles perspectives, voilà, notamment pour les techniciens supérieurs et les ingénieurs spécialisés dans l'environnement, dans l'énergie, et on le voit même dans la finance. Après, pour ne pas oublier, essayer de répondre rapidement à la question sur comment on recrute. Alors, il y a… En fait, ouais, là, c'est pas évident de répondre rapidement à cette question parce qu'il y a les profils que l'on va retrouver à GRDF et puis les profils qu'on va retrouver disséminés un petit peu partout dans l'écosystème. Voilà, je pense que Teravox, Moulineau vont recruter différents profils. Les sites de méta vont recruter différents profils, des bureaux d'études également. Donc là, forcément, je n'ai pas forcément la main, ou les fabricants également, les entreprises de maintenance et d'exploitation. Donc là, je ne peux pas parler en leur nom. En ce qui concerne GRDF, alors le process de recrutement, là, on ne pourra pas en parler, mais par contre, les différents profils, ça va être des profils, alors un petit peu comme le mien ou comme celui de mes collègues qui sont présents aujourd'hui, sur lequel on va s'appuyer sur un socle de compétences techniques, peut-être type ingénieur par exemple, mais pas que. Et c'est des compétences qu'il va falloir doubler avec des compétences territoriales pour échanger avec différentes parties prenantes externes, donc des profils assez polyvalents. Et on va également avoir des profils ingénieurs et techniciens qui vont être plus pointus côté direction réseau. Et donc, ce sont les gens qui vont notamment réaliser les études structurantes de transformation du réseau gaz pour permettre d'accueillir les projets de méthanisation. Je ne sais pas si j'ai répondu avec clarté à la question. A priori, on n'a pas de contre-retour, donc je pense que oui. Je pense que Désolé, oui. c'est pas une question simple. Alors, en tout cas, voilà. Merci à tous pour votre écoute et les nombreuses questions. Effectivement, il y a encore quelques questions sur ce plan, mais je pense qu'on a pas mal dépassé le timing. Néanmoins, voilà, nous, on reste bien sûr complètement disponible si vous voulez faire passer des questions par écrit et on tâchera d'y répondre le mieux possible. Comme si vous souhaitiez qu'on développe sous d'autres formats, webinaires ou autres, ces thématiques, voilà, ce sera avec très grand plaisir. Merci à vous pour cette présentation qui était très intéressante et enrichissante. Il y avait juste une question, si on a juste une minute, qui me semblait assez intéressante, puisqu'il y a souvent des a priori, on va dire, sur ça. Quelqu'un, je crois que c'était Hélène Tardy, qui demandait si les sacs plastiques étaient biodégradables, puisqu'on entend souvent parler de ça. Je ne sais pas si quelqu'un peut répondre de manière très rapide. Oui, je ne sais pas si on a encore Frédéric ou Olivier, peut-être, qui seraient plus, je pense, les plus à même d'y répondre. Je ne sais pas s'ils sont encore parmi nous. Ah bah alors, je suis là, mais si Frédéric veut répondre. Ah, moi, je suis là aussi, mais peut-être je peux dire un mot, mais il faut. Là, tu pourras compléter, Olivier. Il y a des sacs biodégradables qui existent. Il faut faire attention. Faut faire attention à la mention OK Compost Home. OK Compost Home, c'est le meilleur label. Ça veut dire que vous pouvez même le mettre a priori, dans votre composteur chez vous à la maison, même si je ne conseille pas forcément, mais ça pourrait passer. Il y a OK Compost où là, ça peut être composté en site industriel, mais du coup, Olivier, je te laisserai peut-être compléter.
Je suis d'accord avec toi. Oui, en fait, pour compléter, le sac compostable, c'est vraiment un sujet aujourd'hui sur lequel tout le monde parle. Il y a un effet de mode sur le sac compostable. Alors, le sac compostable, il se dit un peu tout et n'importe quoi sur le sac compostable. C'est pour ça qu'il faut prendre vraiment le sujet avec des pincettes. Certains sacs se disent compostables alors qu'ils ne le sont pas. Nous, on a fait des tests sur notre plateforme, donc on sait ce qui fonctionne ou pas. Et je peux vous dire qu'il y en a certains, je ne donnerai pas de nom, mais il y a certains sacs qui ne sont pas compostables. Il y a certains sacs qui sont compostables, en effet, c'est vrai, mais qui sont compostables en 24 mois. Donc là se pose la question, est-ce que 24 mois est une donnée acceptable ou pas pour dire que c'est compostable? Et d'autres sont tout à fait compostables dans des temps acceptables, c'est-à-dire 5-6 mois. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour quelqu'un qui n'y connaît rien, ce qui est la majorité des gens. La majorité des gens n'ont pas nos expériences et notre background. C'est compliqué de s'y retrouver parce que c'est aujourd'hui un enjeu marketing. Voilà, donc il se dit un peu tout et n'importe quoi sur le sac compostable. Et donc, nous, on trouve que ça peut être très intéressant, le sac compostable, mais à certaines conditions, notamment celles que tu as dit, Frédéric, à savoir notamment la question du label, le label Compost Home, par exemple, qui lui est très bon. Et puis après, pourquoi pas réfléchir à également d'autres méthodologies, par exemple le réutilisable, le lavable, voilà, ou peut-être le sac craft, ou le vrac. Voilà, c'est-à-dire essayer de ne plus aller vers l'utilisation de sacs plastiques, carrément. Enfin, il y a peut-être d'autres pistes qui sont à étudier et qui peuvent être complémentaires à la vaisselle compostable ou au sac plastique. Voilà. Et pour compléter ce que tu dis, Olivier, pour enfoncer le clou, effectivement, faut faire attention à la durée de biodégradabilité. Parce qu'effectivement, il y a pas mal de marketing sur le mot biodégradable, notamment pour les capsules de café, par exemple, qui se prétendent biodégradables. Sauf que si vous mettez votre capsule de café biodégradable dans votre composteur, dans 2 ans, elle y est encore, a priori. Donc, effectivement, il faut faire attention, il ne faut pas se laisser avoir par ça. Merci. Effectivement, ça me semblait important de préciser toutes ces notions qui peuvent parfois être source d'incompréhension, mais qui peuvent être d'ailleurs intentionnelles dues au marketing, je pense. En tout cas, merci beaucoup. Donc, merci aux participants, merci aux intervenants pour cette première conférence dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets. Et n'hésitez pas à participer aux suivantes tout au long de cette semaine. Et pour rappel, donc, le replay et les slides seront disponibles sur notre site internet à partir de la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous pour l'invitation.